Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Déjà la dernière de la saison, l'été a passé beaucoup trop vite. Même si c'est la dernière, comme on dit, c'est pas la moindre. Au niveau des actualités, on vous parle de l'inauguration de la descente Thaddée Duchesne à Causa-Abscale et du lancement du livre sur le lac des 8000. François Tremblay, qui personnifie Arthur l'Aventurier, était de passage à Mukio. On a eu la chance de s'entretenir avec lui pour qu'il nous parle de son métier d'artiste jeunesse. Une belle entrevue, une belle rencontre Vraiment. également. Marie-Brigitte est venue faire son tour à l'émission pour nous présenter sa dernière chronique Mystère. Et on s'est entretenu avec Jean-Yves Otis, qui se trouve à être l'ancien propriétaire de l'ancien cinéparc du lac au lac au saumon, qui a fermé dans les années 80. Oui, est-ce que vous saviez qu'il y avait déjà eu un cinéparc dans la Matapédia? Vous allez avoir plus de détails durant l'émission. Mais juste avant, pour commencer, voici les nouvelles en bref. Voici maintenant vos nouvelles en bref de ce vendredi 12 août. Des travaux routiers ont débuté mardi sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Causa-Abscale, causant des entraves à la circulation. Celle-ci s'effectuera en alternance à tous les jours entre 7h et 18h. Les entraves affecteront également la circulation sur les rues Saint-Pierre, Morin, Saint-Augustin et d'Encausse. Les travaux de forage devraient être complétés le 16 août. Soyez prudents dans vos déplacements. Les membres de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent se sont réunis suite à la publication du rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales du Québec qui propose d'abolir la circonscription d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia. La table régionale des élus municipaux veut se battre pour conserver ses acquis et mentionne que le critère démographique n'est pas le seul point dont il faut tenir compte dans une telle décision. Les commissaires doivent également considérer les spécificités d'une circonscription et le souci que leur superficie dans les régions peu peuplées de la province ne soit pas trop vaste. Rappelons que la proposition suggère de scinder en deux les MRC de la Matapédia et de la Matanie, dont une partie se retrouverait dans la nouvelle circonscription de Rimouski-Matane et l'autre dans la circonscription de Gaspésie, les îles de la Madeleine, Listigouge. Des consultations publiques se tiendront du 6 au 9 septembre. À Matane, la consultation publique aura lieu mercredi le 7 septembre à 9h à l'hôtel-motel La Vigie. C'est mardi dernier qu'avait lieu la soirée d'investiture du candidat péquiste dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. L'événement qui s'est tenu au centre d'art Le Barachois de Matane a attiré une foule d'environ 200 personnes, dont des élus en provenance de diverses municipalités de la Matanie, de la Matapédia et de l'Amitis. C'est l'ex-membre du groupe RBO, Richard Z. Sirois, qui était à l'animation de la soirée et plusieurs invités sont venus prendre la parole pour soutenir le député, entre autres le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, la députée bloquiste d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia, Christina Michaud, et sa conjointe, l'animatrice Annie-Soleil Proto. S'il est réélu, Pascal Bérubé veut s'attaquer au manque de main-d'œuvre et à la baisse démographique. L'entreprise familiale L'épicerie Côté et Fils à Val-Brillant compte maintenant sur de nouveaux administrateurs. Depuis 1984, l'épicerie du village était exploitée de père en fils. Même si l'entreprise change de main, elle reste la propriété de Matapédiens. Méranie Fournier, originaire de Sébec, et Félix Beaulieu-Paquette, originaire de Val-Brillant, continueront d'être présents pour la communauté et les environs. Les nouveaux propriétaires désirent bonifier l'offre de services actuelle et continuer d'innover en y ajoutant de nouveaux produits. Les copropriétaires de l'entreprise québécoise groupe RPF, Jasmin et Marc Poirier, ont cédé la propriété des constructions HL Thériault. La transaction s'est effectuée à la fin du mois de juin. Les nouveaux acquéreurs sont deux employés de longue date de l'entreprise et membres de la famille Poirier. Il s'agit d'André Poirier, la nouvelle directrice générale, et Jonathan Lévesque, le nouveau directeur des opérations. Les nouveaux propriétaires de construction HLT continueront d'assurer la gestion de la filiale spécialisée en canalisation souterraine pour les réseaux électriques et de télécommunications. La circonscription électorale provinciale de Matane-Matapédia regroupe les MRC de la Matanie, de la Matapédia et de l'Amitis. Comme cette dernière n'est pas indiquée dans le nom de la circonscription, au mois de juin dernier, la MRC de la Métis a proposé par résolution
d'effectuer une demande à la Commission de la représentation électorale afin que le nom soit changé pour Matane Matapédia Lamitis. Ce n'est pas la première fois que cette démarche est effectuée. En 2012 et en 2017, le directeur général des élections et la Commission électorale des élections ont répondu à la négative à cette demande. Voilà ce qui complète vos nouvelles en bref de ce vendredi 12 août. Bonne émission! Je suis à l'inauguration de la descente Thaddée-Duchesne, ici à Caux-Abscal. Et pour en parler, je suis en compagnie de Jean-Guy Duchesne, qui est descendant de Thaddée. Bonjour Jean-Guy. Bonjour. Alors, on a inauguré aujourd'hui la descente une descente pour aller pêcher au nom de Thaddée-Duchesne. Pourquoi avoir choisi une descente pour nommer à son nom? Au départ, nous aurions aimé, honnêtement, avoir le nom d'une fosse. On a demandé à la Commission de typonomie de Québec de changer le nom de la fosse Péter, qui fait référence à une personne totalement inconnue, de la nommer du nom de Thaddée parce que cette fosse se trouve sur la terre qui appartenait à Thaddée. Nous sommes actuellement sur un terrain qui faisait partie de la terre de Thaddée-Duchesne, qui partait de la rivière et qui se rendait jusque un peu au sud. Non, c'est pas le sud, c'est un peu, en tout cas, dans cette région-ci. Malheureusement, la Commission de toponymie du Québec n'a pas accepté notre demande. Et on s'est retourné, on est allé voir le conseil municipal et on a dit il y a une magnifique descente, une rampe de lancement qui descend à la rivière, qui descend à la fosse Thaddée. Est-ce que ce serait possible de la nommer descente Thaddée-Duchesne? Et on était très heureux d'apprendre d'en passer en septembre dernier que la Ville avait accepté. On sait que Thaddée-Duchesne a été très important dans l'histoire de Caux-Abscal. Vous êtes un de ses descendants. Comment on sent aujourd'hui qu'on remémore et qu'on donne un souvenir pour pas oublier qui était Thaddée-Duchesne? En vous répondant, j'ai des frissons parce que normalement, évidemment, pour nous, c'est un honneur extraordinaire que la Ville ait accepté de désigner cet endroit en honneur de notre grand-père, de notre arrière-grand-père. Parce que notre crainte, c'est que cette histoire, quand même assez particulière d'un homme qui a décidé, avec des moyens quasiment illettrés, de décider de dire « moi, je vais » me battre, entre guillemets, je vais partir une croisade pour faire en sorte que l'accès à cette belle rivière où on pêche des magnifiques saumons ne soit pas exclusivement réservé à des Américains, mais que nous, les riverains, on ait le droit aussi d'aller pêcher dans ce qui nous appartient comme portion de rivière. Et que, bon, il a perdu sa cause, mais c'était pour nous un moment quand même important dans l'histoire de Caux-Abscal. Puis comme je le mentionnais dans ma petite présentation d'ouverture, il a été probablement quelque part un des précurseurs, pas le seul, mais un des précurseurs qui a dit, nous, là, cette rivière-là, on la veut à nous. Ça a pris beaucoup d'années avant que le gouvernement finalement accepte de changer d'idée puis de la rendre accessible à la population. Mais je pense que là-dessus, Thaddée avait comme une vision d'avenir par rapport à la pêche dans cette belle rivière Matapédia et dans les autres rivières. Ça a eu de l'influence aussi dans la rivière Caux-Abscal et dans les lacs environnants. Donc là, c'est fait. Et puis là, les gens vont pouvoir venir pêcher ici. Est-ce qu'il va y avoir des règles qui vont être mises en place pour justement qu'on respecte le lieu? Ici, à cet endroit-ci, c'est la Ville qui va s'en occuper. Alors, ils nous ont fait un bel espace avec une table de pique-nique. Ça faisait que les gens vont pouvoir relaxer ici pendant que quelqu'un va pêcher ou quoi que ce soit, entrer dans la rivière. Alors, il n'y a pas de règles particulières, si ce n'est les règles habituelles de la Corporation de gestion des rivières, la CGRMP, qui va émettre des permissions particulières par rapport à ça. C'est ouvert à tous, n'importe qui veut venir s'asseoir? Oui. Cet espace-ci est ouvert à tout le monde. Évidemment, l'accès à la rivière, lui, pour pêcher, est régi par des règlements de la Commission de gestion des rivières. Mais à ce moment-là, je pense que les gens connaissent, ils peuvent se rendre au bureau et obtenir un permis pour aller pêcher. Donc, l'inauguration fait partie d'une journée de rencontre entre les descendants de Duchesne. Oui, exactement. Si on veut, c'est comme le moment du lancement des retrouvailles des descendants de Thaddée-Duchesne. Alors, on commence aujourd'hui, ça se termine mercredi. Alors, pendant les 4 jours qui suivent, il y a différentes activités. Des descendants de Thaddée, quelques-uns sont ici aujourd'hui, d'autres vont arriver au fur et à mesure des retrouvailles. Alors, les gens sont invités à participer à différentes activités à différents moments. Effectivement. Donc, une pièce de théâtre qui est une répétition, entre guillemets, pas complète, mais une répétition partielle d'une pièce qui a été jouée dans le cadre du 125e.
qui est repris là, pour l'occasion, pour la famille. L'occasion spécifiquement pour la famille. 2 représentants ce soir et demain. 2 représentations particulières, spécifiques pour les descendants de Thaddée et les amis de son livre. Jean-Guy Duchesne, merci. Félicitations pour votre beau travail. C'est vraiment une belle réussite, puis c'est vraiment un bel hommage à rendre à Thaddée. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet événement-là. On est vraiment comblés et on espère que les gens qui vont regarder cette représentation ou cette émission sur votre chaîne vont l'apprécier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste pour rappeler que la descente Thaddée Duchesne est située à l'extrémité de la rue Cartier, ici, à Caux-Abscal. Je suis au site patrimonial de pêche Matamaja pour le lancement du livre Le lac 8000, une belle épopée. Donc, je suis avec les instigateurs du projet, Jocelyne Tanguay et Donald Boudreau. Bonjour à vous deux. Bonjour, ça me fait plaisir. Comment ça a commencé, ce projet de livre-là? Disons que c'est un petit peu dans le but de conserver l'historique du début du lac 8000. Comment ça a commencé, qui a fait les démarches. Fait qu'on a découvert des choses importantes, en plus que ça origine du site Matamaja, des industriels qui venaient pêcher au saumon, et la population locale qui ne pouvait pas pêcher. Donc, il a commencé à avoir une certaine révolte. Fait que les gens, la compagnie, Lord Steven, ont accepté, pour avoir la paix, de céder un lac aux résidents de Caux-Abscal. C'est le même qui s'est parti tranquillement. Et certaines personnes ont pris possession de camps forestiers, se sont installés tranquillement sur les rives du lac 8000. Parce que c'est ça, le livre, ça relate toute cette histoire-là. Oui, nous, on ne voulait pas que le patrimoine du lac 8000 passe inaperçu à notre future génération. Donc, on s'est dit, si on trouve quelqu'un qui peut écrire le livre, on avait quand même de la documentation chez nous, on avait des photos et on savait qu'on pouvait contacter du monde aussi. Alors, il fallait trouver quelqu'un qui puisse faire la rédaction. Puis, heureusement, par hasard, ici au Matamaja même, j'ai rencontré M. Duchesne, Jean-Guy Duchesne, qui lançait son livre Thaddée, 2 hommes, une rivière. Et je lui ai lancé l'idée, on aimerait donc avoir l'historique du lac 8000. Puis M. Duchesne m'a dit, je laisse ça en mijoter, puis je verrai. Et en décembre 2020, il me téléphone et dit, Jocelyne, si vous êtes prête, on peut faire le livre, puis je vais le faire bénévolement, je vais vous aider à concrétiser votre projet. Alors, Donald et Gilbert Guérette, son cousin, des petits-fils à Gonzague-Bellavance, bien sûr, on avait de la documentation. On est parti avec ça et de fil en aiguille, on a fait nos recherches, puis on a eu des témoignages et des belles photos que vous trouverez à l'intérieur, d'ailleurs. Et on l'a fait bénévolement. C'est ça, dans le livre, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de souvenirs. Ça demande beaucoup de temps, cumuler tout ça et même impliquer beaucoup de gens, d'avoir beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce projet-là. Oui, les gens ont trouvé des choses intéressantes qu'ils ne savaient même pas que leurs parents les avaient léguées. Donc, à partir de ces documents-là, ça nous a permis d'avoir des contacts avec des anciens propriétaires, des gens qui ont vécu, des visiteurs. Donc, c'est un travail de quoi? De 14 mois, Jocelyne? 21 mois. 21 mois, oui. Aujourd'hui, ça fait 21 mois aujourd'hui. Puis il a fallu avoir de l'aide financière. Tu peux peut-être demander, Oui, on a eu l'aide financière, que tout projet se finance. Donc, on a eu des réponses très positives d'entreprises, la MRC, le Cédrico, les députés qui se sont impliqués. On a eu une réponse très positive. On n'avait pas besoin d'insister. Ils étaient vendus au projet dès le départ. Donc, vous n'avez pas eu de difficulté à trouver des gens pour vous aider à réaliser ce projet? Non, pas de problème. Pas du tout. Bénévoles, puis les donateurs se sont impliqués beaucoup. D'ailleurs, vous allez voir toute la liste au niveau du livre. Là, vous trouvez toute la liste des bénévoles et des donateurs, qu'on les remercie beaucoup. Oui, parce que là, on pourrait en oublier toutes les nommées là présentement. c'est ça. Exact, il y en a trop. Là, vous vivez un beau problème dans le sens que vous lancez le livre, mais les copies que vous avez sont déjà toutes vendues. Là, il arrive quoi? Une belle joie, mais en même temps une déception. On aurait aimé nous offrir à plus, mais c'est pas nous qui prenions la décision finale de combien de livres combien de livres on pouvait faire imprimer. Alors, c'est un problème. Peut-être qu'on va penser à une réimpression, mais il faudrait en parler à Focus parce que nous,
les petits profits que ça génère, les profits, on les donne tous à Focus. Fait que c'est pas nous qui prenons la décision finale. Selon les profits qu'ils font. Mais là, combien d'exemplaires il y a eu d'imprimés pour la première? 245, dont 14 qu'on a dû donner, 4 à la Bibliothèque nationale, puis les 10 autres aux donateurs qui ont donné un 500 $ et plus, on leur donnait un livre. Fait qu'on en a comme 231 qu'on a vendus à tout le monde. Puis on a au moins une liste, au moins trentaine de noms, que Focus reçoive des appels. Nous, j'en reçois chez nous. Diane en a eu aussi. Ça fait que c'est une bonne demande. C'est un beau problème. Une déception, mais c'est un beau problème. On espère pouvoir trouver une solution avec Focus. Puis je pense que Mme Boulay me fait signe que oui, on va trouver une solution. C'est encourageant. Est-ce que... On pensait que le projet était fini, mais ce n'est pas le cas. Hein. Ça se continue demain matin avec l'imprimerie. Est-ce que vous vous attendiez à ça, avoir autant de succès? D'une certaine façon, oui, parce qu'il y a passé beaucoup de gens au lac 8000, mais pas de cette envergure-là. Surtout depuis qu'on a donné le montant, le nombre de livres à imprimer, je pense qu'on a eu combien de réservations? Je sais, non, on avait 200. On avait commencé à 100 au début, ça a augmenté. Oui, 213. Puis là, on avait 213, on dit on va en demander 245, on va être correct. On va avoir des lancements. Puis regarde aujourd'hui, quelques semaines après. Non, il y a un engouement qui est allé en augmentant dans les dernières semaines. Ça touche à beaucoup de familles de la région puis de Caux-Abscal, parce qu'on a fait l'historique des chalets, où ça a commencé les chalets, puis toutes les familles qui y sont passées, ça a été vendu à tel autre, et présentement, ça appartient à qui. Alors, on a tout l'historique, c'est une grosse recherche. Je pense, à ce moment-là, ça touche à beaucoup de monde, puis ils sont intéressés de voir leur nom, puis à qui appartenait le chalet à papa, il est rendu à qui maintenant. Ça fait que c'est une belle histoire, ça nous fait voyager dans le temps. C'est ça, parce que ça intéresse même ceux qui sont plus là, mais... Ils ont un passé avec le lac des 8000. Si nous, on est là, c'est parce que d'autres sont passés avant nous. Puis la future génération, je pense qu'ils vont être contents de voir aussi ces photos-là. On a des anciennes photos, puis on a placé aussi des photos des gens actuels. Et quand, dans 50 ans, ils vont se voir dans le livre, bien, ça fait partie de l'histoire. On faisait beaucoup de liens avec l'ancien et aujourd'hui. Okay. Les loisirs, n'importe quoi. On prenait quoi? Les moyens de transport, on a insisté beaucoup. Les activités, puis les mêmes activités aujourd'hui qu'il y avait dans ce temps-là. Fait que c'est ça, c'était constamment, on pensait hier versus aujourd'hui. Ça fait que ça demandait plus de travail. J'essaie de travailler beaucoup là-dessus. C'est presque 100 ans d'histoire parce que la charte que M. Duchesne a retracée, la preuve de la charte au niveau du gouvernement, ça lui a pris 2 à 3 mois à retrouver ça, à date de 1927. Puis le grand-père a... L'arrière-grand-père, moi, une de vos employés, on a retrouvé les documents officiels des règlements de 1927 signés, les originaux signés par son arrière-grand-père, M. Pitt d'Anjou. Puis ça date de 1927, puis ils les avaient en français et en anglais aussi, s'il vous plaît. Les deux, et on les a placés dans le livre. Joanne nous a donné beaucoup de documents qui sont dès le début du livre, parce que les 3 fondateurs, ça a été Gonzague Bellavance, Pitt d'Anjou, puis le docteur J.A. Bergeron. Ça a été les 3 premiers fondateurs. Les Américains, quand ils ont cédé le lac 8000 à la population locale, une des conditions, c'est que les Américains qui voulaient aller à la pêche à ce lac-là aient possibilité. Oui, on vous le cède, les gens de la région de Caux-Abscal, mais s'il y a des Américains, et on a eu des Américains durant plusieurs années, surtout des gens du Maine, qui venaient passer une semaine, puis il y avait même un chalet. Le club avait fait faire un chalet pour les gens qui voulaient louer à la semaine ou à la journée. C'est toute une histoire qu'il y a ça, puis c'est tout ce que le livre raconte. J'ai eu la chance de le feuilleter. Il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de choses. C'est un travail incroyable que vous avez fait. Bravo, félicitations. Merci. Puis bravo aussi à l'infographiste Marie-Laurence Giroux qui a fait un très beau montage, qui regarde la nature. C'est vraiment bien. On est content du produit. Puis ça nous aide à avoir un succès. Puis nous, comme bénévole, notre compensation, c'est que les gens soient satisfaits. C'est ça notre récompense.
Parce que la majorité des gens qui ont travaillé sur le projet, c'est tous des bénévoles. Ils sont tous des le monde bénévoles. est bénévole. Nous autres, on est tous bénévoles. L'équipe, vous allez la voir dans le livre, ce sont tous des bénévoles. Puis, non, on est vraiment fiers d'avoir gardé le titre de bénévole. C'est pas pour se faire des sous. Vous avez l'équipe ici. Vous l'avez dans le livre. elle est là. Oui. Bien, félicitations, bravo, c'est un très beau livre. Merci beaucoup, mais on ne recommencera pas demain matin un autre livre. On va prendre un petit repos, je pense. Vous allez laisser ça aux autres générations plus Exactement. tard qui voudront faire la Ils suite. feront la suite, exact. Merci. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé à peut-être avoir un livre, on ne sait pas s'il va y avoir une deuxième édition, mais si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez laisser votre nom ici au Centre Matamadja en mentionnant que vous êtes intéressé à avoir une copie du livre. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je suis présentement avec François Tremblay qui personnifie le personnage jeunesse Arthur l'Aventurier. Il était de passage le 9 août dernier. On a eu la chance de s'entretenir avec lui. Bonjour. François, ça va bien? Ben, ça va super bien. J'aimerais savoir, pour commencer, comment c'est venu ce personnage-là? Parce qu'on sait qu'à la base, toi, tu as fait une technique en foresterie, Oui. donc zéro dans le milieu musical, divertissement. Donc, c'est quoi les débuts de ce projet-là? Écoute, moi, je suis issu d'une famille de musiciens où on chantait beaucoup chez nous. On jouait de la guitare, tout ça. Puis donc, la musique a toujours fait partie de ma vie, de mon éducation. Quand j'étais enfant, je voyais mes oncles, je voyais mon père. Je voyais mes frères et sœurs chanter, puis la musique, elle faisait partie là, vraiment de nos réunions familiales. Puis petit à petit, moi, j'ai grandi avec un père qui était un aventurier. Mon père, c'est Robert l'aventurier. Il nous a tout montré sur la nature. On était tout le temps dans le bois, les animaux, les oiseaux, les insectes. J'ai grandi là-dedans. Puis à un moment donné, quand je suis arrivé à l'adolescence, j'ai été animateur de camp de vacances avec des jeunes. Donc, j'ai découvert la jeunesse, les enfants. Puis moi, j'ai découvert aussi le plaisir de pouvoir leur inventer des univers pour leur enseigner des choses sur la nature. Donc, c'est vraiment comme ça qu'est né le personnage d'Arthur l'Aventurier. Plus tard, j'ai décidé que j'allais dédier ma vie à ça, après avoir travaillé en foresterie. Comme tu dis, j'ai fait un cours en technique forestière. J'ai travaillé pour le ministère des Ressources naturelles, le Service canadien des forêts, Environnement Canada. Puis à un moment donné, j'ai tout laissé tomber ça. J'avais vu Carmen Campagne en spectacle avec ma nièce, puis je m'étais dit, oh wow, moi je pourrais faire ça pour les enfants sur la thématique de la nature. Puis c'est là que l'aventure, ça fait 26 ans cette année. OK, wow. Félicitations pour tes 26 ans merci. de carrière. Puis le nom Arthur, d'où ça vient? Pourquoi Arthur? Ça va paraître drôle, mais mon père appelait ma mère Arthur. Ah ouais? C'est très drôle. C'est comme son petit nom effectif. OK. Puis quand j'ai pensé à un personnage, je me suis dit, Arthur, je trouve que il y a une bonne connotation pour les enfants. C'est un nom qui était assez drôle, qui était ludique. Puis c'est un nom aussi qui rime avec la nature. En tout cas, je trouvais que le concept était intéressant. Wow, donc c'est un peu un hommage à ta mère, au final. En quelque sorte. Et dans tes films, tes musiques font mention de qu'est-ce qui se passe dans le film. Comment se passe ta période d'écriture? Est-ce que tu écris pour un lieu ou tu écris sur le lieu et ensuite vous pensez aller... comment ça fonctionne? Moi, je fonctionne toujours qu'on détermine une destination, mon équipe et moi. Comme par exemple l'Australie, qui est notre dernière aventure. Bon, on s'en va en Australie, puis ça se prépare en amont, tu sais, vraiment, je te dirais quasiment 3 ans d'avance. Ça. OK, quand même. Puis là, puis là, moi, dans mon imaginaire, je commence à jongler à ça, puis je commence à rechercher là-dessus, puis à essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être possible de faire, parce qu'on a des belles idées de grandeur des fois. J'aurais bien aimé ça, aller faire une chanson sur les requins blancs, puis dans une cage, puis jouer de la guitare en dessous de l'eau, mais on a essayé. Pour vrai? mais ça se pouvait pas nécessairement. Okay, techniquement, c'est trop difficile. Donc, j'avais donné l'idée. Donc, on essaie de trouver des choses qu'on peut faire, c'est sûr, avec les moyens de production qu'on a, parce qu'on est une petite équipe. Mais c'est d'essayer de... Puis là, à ce moment-là, je fais les recherches, on détermine une histoire.
Je développe des thématiques au niveau des chansons. J'écris les chansons, je les enregistre en studio. Puis là, on part à l'aventure. Puis quand on arrive sur place, mettons comme ici, mettons si on était en Australie en train de faire une chanson, bien, je me double moi-même. Je fais du lip-sync sur mes chansons dans l'univers du kangourou, dans l'univers du crocodile, dans l'univers du lion en Afrique, bref, de n'importe quelle thématique de chanson. Donc, l'écriture et l'enregistrement des chansons, c'est vraiment la dernière étape après que toute la pré-production soit tout fait. Bien, en fait, la pré-production, oui, puis tu sais, bien, ça fait partie de la pré-production parce que je peux pas arriver sur un... Malgré que c'est arrivé des fois, ça arrive des fois que j'arrive sur le site puis que je me laisse imprégner par quelque chose qui arrive, puis je me dis, je vais écrire une tonne sur place. Je l'ai fait en Australie, je l'ai fait parce que parallèlement au film qu'on tournait, on faisait une série pour Radio-Canada qui s'appelle Les Animaux du Monde. D'ailleurs, vous pouvez la voir sur tout.tv, c'est gratuit. Puis ça, c'était, je chantais live, vraiment sur le site, là. C'était pas un pré-enregistrement, j'étais avec ma guitare, puis on prenait la take live dans le bois. Puis je chantais des chansons sur les animaux que je vulgarisais. C'était des capsules sur les animaux pendant 5 minutes. Puis là, c'est arrivé qu'on n'a pas pu filmer un animal que j'avais prévu. Puis j'ai dû changer d'animaux en cours de route. Puis j'ai réécrit une capsule, puis j'ai réécrit une tonne, puis on l'a enregistré là-bas. Wow! Mais ça, c'est... Puis je me dis que peut-être en vieillissant, avec l'expérience qu'on a développée, je pourrais quand même m'amuser à faire ça. C'est un autre état, tu sais. Ouais, quand t'es c'est une autre énergie. C'est une autre énergie. Que chez toi ou dans ton studio. Oui, parce que quand tu le fais d'avance, c'est comme si tu anticipais ce que tu allais vivre. Ouais. Mais quand tu le vis, c'est pas pareil. Malgré que ça se rapproche pas mal, parce que j'essaie de me mettre dans l'ambiance. Exemple, si j'écris une chanson sur un éléphant en Afrique, bien, j'écoute plein de choses, je me mets dans le groove de ça. Puis normalement, quand j'arrive sur place, je suis pas nécessairement déçu, mais peut-être qu'éventuellement Arthur chantera live on the spot. On the spot de même. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas aujourd'hui? Parce que, tu sais, moi, je viens de la culture, j'ai 52 ans, je viens de la culture de... Il fallait tout préparer, puis quand on faisait de la vidéo, il fallait que tout soit léché. Tout. Là, je regarde les avec les grosses caméras, avec le SD. Entre le SD et la HD, il y a eu une grosse marge. Exactement. Puis, tu sais, je regarde mes filles qui ont 18 et 20 ans, je regarde ce qu'ils écoutent sur Internet. Ils veulent du vrai, ils veulent du live, ils veulent une caméra qui shake. Moi, des fois, je regarde ça, je dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas bien éclairé. Là. Ah, mais c'est pas grave, on est avec lui. Fait que ça, peut-être qu'éventuellement, je vais peut-être développer ça. Bien, justement, ça fait le pont sur ma prochaine question. Les modes changent énormément, et surtout dans le divertissement jeunesse, avec l'éducation et tout ça des jeunes. Puis toi, ça fait vraiment longtemps, tu le disais, ça fait au-dessus de 20 ans que tu fais ça. Comment tu as fait pour traverser les générations? Bien, c'est de s'adapter. Je pense, tu sais, quand j'ai commencé, c'était de la vidéocassette. Vidéocassette de chansons pour enfants. À l'époque de Carmen Campagne, il y a des parents qui vont se souvenir de ça. Puis après ça, on est passé au DVD. Les enfants, à l'époque, il y avait un imaginaire qui était plus grand parce qu'il y avait moins accès à tout ce qu'on a aujourd'hui. À l'Internet, à tout. Les enfants ont 3 ans et demi, 4 ans, puis ils surfent sur le web. Ça te brise un imaginaire parce qu'ils sont capables de voir, tu sais, concrètement les choses. S'ils veulent voir un crocodile, ils peuvent voir un crocodile. Exact. Donc, c'est sûr que dans mon cas, moi, ça me pousse à aller... ça m'a poussé aussi à aller dans peut-être des destinations un petit peu plus, je dirais, uniques, comme aller en Afrique. C'est sûr que t'as bien beau surfer sur Internet, mais si tu me vois Arthur chanter avec 50 éléphants autour de lui, bien, ça reste que c'est quelque chose qui est impressionnant, même encore, tu sais, en 2022. Ça reste impressionnant. Puis c'est pour ça que quand tu es allé en Australie, bien, tu me vois à côté d'un crocodile marin, je suis tout seul dans une chaloupe, il est là, tu sais. Puis c'est pas du trucage, il est vraiment là. Il est vraiment là. Fait que là, tu te dis, OK, c'est cool. Il y avait des enfants qui disent, c'est cool, Arthur, t'es vraiment allé, tu sais. Puis quand je vais aussi rencontrer, comme quand j'étais allé en Afrique, j'ai rencontré les Maasai, des peuples aborigènes, les aborigènes d'Australie, j'ai fait des chansons avec eux autres, les peuples des Premières Nations. C'est au-delà des animaux, il y a comme une espèce de voyage culturel, il y a la rencontre, tu sais, la rencontre de l'autre, la rencontre des hommes
puis des hommes et des femmes des Premières Nations. Ça, c'est toujours bien important pour moi parce que ça fait partie de la culture de base du pays. Puis d'inculquer ça aux enfants, bien, puis aux parents, puis aux grands-parents, parce que ça devient... Moi, je me rends compte qu'Arthur est devenu un divertissement familial. Ben oui, vraiment. Tu sais, les grands-parents me disent « Ah, on garde les petits-enfants », puis il y a bien des grands-pères qui me disent « Moi, j'aime ça autant qu'eux autres. » Moi, j'écoute encore ça aujourd'hui avec ma sœur, puis ça fait longtemps qu'on n'est plus des enfants. Là. Non, c'est ça, mais il reste qu'il y a quelque chose de découverte dans ça qui fait pas peut-être produit jeunesse où on sous-estime trop l'âge de ceux qui écoutent, où on infantilise. Moi, j'infantilise pas, tu sais. Non. C'est sûr que mes chansons, ça reste des chansons pour enfants, il faut s'entendre. Je ferais pas du heavy metal, là, je pense pas. Mais, ça serait surprenant. Ça serait surprenant, mais les enfants, c'est ça, sont en mesure de pouvoir apprécier des choses vraies. Je pense que le mot, c'est vrai. J'essaierai jamais de faire quelque chose qui est fake dans un décor fake parce que il y a tellement de moyens de production aujourd'hui que... Ben oui. Mais regarde, ici, on est là présentement, là, dans le parc à Amkoui, mais la nature, ça reste beau. Ça reste quelque chose de beau à filmer. Les animaux à l'état sauvage, ça reste quelque chose de beau, de vrai. Je pense que c'est ce que les enfants aiment d'Arthur. C'est comme le grand frère qui les amène en voyage avec. T'sais. C'est plate. En tout cas, je sais pas trop. Ça doit être... Je radote, je dis plein d'affaires, mais peut-être c'est pas ça partout non plus, je sais pas. Non, ça a du sens, ça a du sens. Puis pour finir, tu parlais de tes enfants, eux autres, comment ils vivent ça, que leur père, peut-être moins là aujourd'hui parce qu'ils sont plus vieilles, là. Ouais. Mais comment ils vivaient ça, ta popularité, quand ils étaient jeunes? Bien, ils n'ont jamais été trop affectés par ça. Eux autres, ils ont grandi là-dedans. Ouais. J'ai des photos de mes deux filles, moi, une après l'autre, là, qui dorment dans mes caisses de guitare dans les loges là, quand il y avait 6 mois. Là. Puis ma conjointe me suivait. Puis... Fait que, tu sais, ils ont grandi dans ça. Tu sais, mes filles, ils ont travaillé avec moi. Ils ont vendu des produits dérivés pour Arthur des étés de temps. Je sais pas, avec les deux filles, une après l'autre. Fait que, tu sais, les autres, ils ont toujours gravité dans ça. Fait que pour eux autres, c'est comme... Normal. C'est normal. Tu sais, puis j'ai jamais... Moi, je suis le genre de personne que quand j'étais à la maison, je parle jamais de ça. Je suis pas un gars qui s'expose. J'aime pas... J'étais un peu timide dans la vie. Tu sais, j'aime pas... Tu sais, je sortirais pas à l'épicerie et dire « Hey! » ça c'est vraiment tout le monde. Si quelqu'un m'aborde, je vais être bien gentil parce que c'est des gens du public, puis je fais un travail public, puis tu sais, je vais toujours être respectueux de ça, mais je cherche pas ça. Ouais. Eh bien, François, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Grand plaisir, grand plaisir. Et puis, on te souhaite un bon spectacle qui commence très bientôt. Ben oui, bonne... ça va être super. On est dehors ici, là, il y a plein de jeunes qui viennent, puis c'est le début de la tournée. On fait le tour de la Gaspésie, c'est notre premier, puis on commence à meilleure place. On commence à Amkoui. Alors, ben bonne tournée gaspésienne et merci encore d'être venu à l'émission. Merci à vous autres. Bye. Qui dit fin de saison dit un segment que vous adorez, le spécial Bloopers. Car tout le monde sait qu'à TVC l'été, ben on se trompe. Des fois, on niaise. Des fois, on niaise tellement qu'on se trompe. Des fois, on se trouve niaiseux de s'être trompé. Donc, voici pour vous les bloopers de la saison 3 de TVC l'été. Bonne écoute. Bonjour la vallée de la Matapédia, bienvenue à cette toute première de la saison 2022 de TVC l'été. Ah, c'est moi? Après ça, c'est toi, oui. Et guidé par Carl, je me rappelle plus de son mot, dis donc, Brisson. Brisson. Je savais qu'il allait... Et on a intervenu sur... Oh, attends, moi, j'ai un téléphone. Maudit, ce sera pas là. Je vois... Ah, ta gueule, toi. Dégustation locale, non. Ah, j'aime pas ça. Ces travaux occasionneront des entraves à la circulation qui s'effectuent en alternance en tout temps. Je vais recommencer. Parce que c'est pas occasionneront qui occasionnent, sont commencés. Je suis présentement avec Michel Coutu pour... Attends, je vais te dire ton poste. Hein. Moi, je te connais, mais c'est pas tout le monde. T'es connu, mais il y a des limites. La nouvelle proposition de découpage électoral de Élections Canada qui a été annoncée dans les derniers jours, ça a eu l'effet d'une douche froide pour la population de la Je vais recommencer! Bonjour la vallée de la Matapédia, bienvenue. J'ai aimé ton signe. Ben, salut! J'ai juste de le voir dans mon angle mort. Okay.
un charbonnier norvégien, le... Je sais que j'allais bugger ce mot-là. Storstad, c'est ça? Storstad. Storstad. Faut que je le graisse. Bonjour la vallée de la Matapédia, bienvenue à... Là, ça me fait rire. On a un nouveau segment à l'émission qui s'appelle... Une compétition. Veux-tu me le faire au pire? Ça va le partir, ça, vous allez voir. Je suis présentement avec Aurélie Tremblay, la propriétaire de la compagnie Complice Numérique qui se trouve être une entreprise, une agence. Ça, j'ai dit compagnie puis je trouvais ça poche, fait que j'ai voulu dire entreprise, mais je préférais le mot agence. Il s'en passe des affaires dans ma tête. C'est... Première chronique mystère, une émission que je peux faire. C'est quoi tu voulais que je dise? Je me rappelle plus! Ah, ton micro, il est pas branché. Ton micro, il est bloqué, il est désactivé. Ah, il m'entend pas peut-être. Ouh! C'est tout. Qu'on soit pas sur le même, c'est cool ici. On a vraiment l'impression d'être dans un train. Tchou-tchou! On va faire la conclue. Yo, man! Parce qu'habituellement, vous avez combien d'équipes qui veulent s'inscrire? On en a toujours. Stop, on va devoir recommencer. Hey, ça l'a bien, notre affaire! C'était bon! C'est passé. C'est de sa faute! Moi et Marc, on a compétitionné à la kermesse arc-en-ciel de Sébec. Vous voulez pas manquer ça? Vous voulez pas manquer ça. Et un segment... Ah, tu me fourrais avec vous voulez pas manquer ça. Ben là, faut... Ouais. C'est quoi déjà exactement? Bonjour, c'est bon, on va la reprendre, mais c'est bon. Hey, c'est bon. Mais c'est bon, on va la Prochaine reprendre. coupe de place? Ouais, moi tout, une coupe de place, mais tu sais, là, tu vois, on a pogné un... On est focus, on est focus, on est focus! Je suis présentement au Cinéma Figaro pour vous présenter les films qui seront à l'affiche là, durant le mois d'août. Tu pourrais le reprendre. Il y a quelqu'un qui le klaxonné. Hein? Ouais, c'est ça. J'ai eu le réflexe de regarder c'est qui nous klaxonne. Ouais. J'ai dit non, reste concentré. Ça s'était chicané dans mon cerveau. Il y a le cerveau, tu continues l'autre. Regarde, c'est qui? Pardon. Tu veux de l'eau? Je prendrais de l'eau. OK. Les trousses, ils sont prêtes, là? Et il y a même également une hausse un long délai de... Je vais recommencer. Aux actualités cette semaine, en fin de semaine, c'est le début... C'est le Dobby. C'est le Dobby. Mais tout d'abord, on commence avec les actualités matapédiennes. Il est hot. On peut pas être plus tight que ça. La meilleure intro qu'on a jamais faite. C'est la première, mais c'est la meilleure. Bienvenue à la Chronique Mystère. Je suis présentement avec Nani Gaudet, directrice de rayon de partage. Bonjour, Nani. Bonjour. Pour commencer, peux-tu nous dire s'il y a eu des percussions en santé mentale pendant la pandémie depuis les 2 dernières années dans la vallée de la Matapédia? En fait, je n'ai pas les données exactes dans la vallée de la Matapédia. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une belle entraide entre les gens. Ça, c'est des choses que j'ai réalisées beaucoup. Les gens se sont supportés, se sont entraidés. C'est certain qu'il y en a qui ont eu ça plus difficile, des pertes d'emploi. Il y en a pour qui le télétravail, c'était pas nécessairement fait pour eux autres. Fait que les gens ont eu besoin de résilience pour passer à travers ça. Mais je pense que, bon, on voit le soleil, là, qui s'en vient. Ça va un peu mieux. Quelle astuce peut-on utiliser pour aider la santé mentale? Oui, bien ça, c'est propre à chacun, hein? Il y a des gens que ce qui va leur faire du bien pour leur santé mentale, ça va être d'aller marcher. Puis il y en a d'autres, ce qui va leur faire du bien, c'est de prendre un bon bain. Hein? C'est vraiment pas pareil. Mais ce qui est important, c'est que les gens s'écoutent puis trouvent quels sont les moyens qui leur font du bien pour prendre soin de leur santé mentale. On parlait de télétravail tout à l'heure. Bien, il y en a qui ont besoin d'aller au bureau, de voir des gens, de socialiser. Il y en a d'autres pour qui le télétravail, bien, ça a été la plus belle chose qui est arrivée dans leur vie. Fait qu'il faut se dire que chaque personne est différente, puis ce qui fait du bien à un ne sera pas nécessairement le même truc qui va faire du bien à l'autre personne. Fait que c'est de faire des tests, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est moins bon, puis de s'écouter dans tout ça. Quelle activité vous faites?
important. Ici, à Rayon de partage, bien, c'est sûr que là, c'est l'été, on est un petit peu moins actifs, il y a les vacances, tout ça. Mais ce qu'on fait, c'est des marches. On va prendre des marches en petits groupes. Il y a aussi l'intervention téléphonique qui se poursuit. Si quelqu'un a besoin de parler à quelqu'un, ça peut être sous forme anonyme ou pas, mais il téléphone ici, puis il y a toujours une intervenante qui est là pour jaser. Des fois, juste en parlant, là, ça fait du bien, on trouve nos solutions. C'est vraiment... on oublie ça parce qu'on y va beaucoup par texto, mais de le dire de vive voix, qu'est-ce qu'on vit, là. Puis des fois, on peut référer les gens aussi. Quand c'est pas ici qu'on peut aider la personne, bien, on réfère vers d'autres endroits. Puis des fois aussi, c'est qu'on s'inquiète pour quelqu'un de notre famille, un voisin. Bien, on peut appeler pour prendre l'information pour quelqu'un d'autre aussi. C'est intéressant. Puis on a plein d'autres petites activités. On va au cinéma. On fait plein de choses qui fait du bien à notre santé mentale. Justement, nous sommes dans les nouveaux locaux temporaires car la Maison de Rayon de partage et d'innovation. Pour combien de temps vous seriez ici? Oui, bien en fait, c'est ça. On est parti du 67 des Biens dans notre maison pour s'en venir au 20 rue des Biens, en haut d'Aide-Maison-Vallée. On est ici là, depuis hier. En fait, on est ici jusqu'au mois de décembre, janvier, là, tout dépendant, les travaux vont être terminés à quelle date. Alors, c'est ça, on refait des rénovations majeures dans notre maison qu'on a acquis il y a presque 30 ans. Fait que notre maison avait besoin de rénovation. On va aussi agrandir. On a un petit projet d'agrandissement. Fait que c'est merveilleux. On va pouvoir accueillir du personnel supplémentaire à l'organisme, faire des nouveaux projets. C'est vraiment un projet que ça fait longtemps qu'on travaille puis on est content là, de le réaliser. Pour réaliser votre projet de rénovation, comment êtes-vous procuré votre financement? Oui, bien en fait, ça fait un petit bout de temps que ce projet-là est sur la table. Fait qu'on a été aidé par le CIS du Bas-Saint-Laurent par des programmes spéciaux, puis par Centraide aussi. Centraide nous a donné un montant pour réaliser le projet, mais c'est sûr que là, notre projet, on cherche encore du financement parce qu'on a commencé à le réaliser, mais des fois, il y a des petites surprises. Fait qu'on continue à chercher du financement, puis on demande à la population, aux entreprises, s'ils veulent nous aider, bien, tous les dons sont les bienvenus là, pour qu'on puisse poursuivre notre mission en santé mentale dans des locaux qui vont répondre à nos besoins. C'est très important. Puis les gens, s'ils veulent faire un don par le site Internet, ils peuvent trouver toutes nos coordonnées. Il y a même un endroit pour donner en ligne pour les gens qui veulent le faire ou nous appeler, puis on va les diriger au bon endroit. Pour finir, est-ce qu'il va y avoir une activité spéciale pour la réouverture après les rénovations? Oui, dans notre nouvelle maison, oui, en effet. On va accueillir les gens pour une conférence de presse, une visite des nouveaux locaux. Fait qu'on ne sait pas la date encore. Ça va peut-être aller au printemps prochain quand le soleil va revenir. Mais oui, on va faire tout ça pour remercier les gens qui vont nous avoir supportés dans ce projet-là, en effet. On vous invitera aussi. Ça va être tout. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis je vous souhaite du succès avec les rénaux puis qu'est-ce qui va s'en venir. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas à nous appeler pour venir nous rendre visite. De 1975 à 1984, au lac au Saumon, aux abords de la 132, se tenait un cinéparc, le cinéparc du lac. Dans ce cinéparc, il y avait un écran et une capacité totale de 240 voitures. Je suis présentement avec Jean-Yves Otis, qui se trouve à être le copropriétaire de cet ancien cinéparc au lac au Saumon. Bonjour Jean-Yves, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Tant mieux, tant mieux. Je me demandais, quelles sont les origines du cinéparc? Comment ça a starté cette histoire? Ben, à partir comme ceci, parce qu'on avait été dans le Nouveau-Brunswick à Caraquette, puis il y avait un gros cinéparc à Caraquette. Puis on avait trouvé ça que c'était merveilleux. C'était tout le temps bien plein, puis dans le bureau du propriétaire, il fallait quasiment que tu passes la tondeuse pour rentrer. Okay. On voyait qu'ils faisaient vraiment de l'argent.
Mais ce qui a été trompeur dans notre affaire, qu'on s'est introduit dans l'erreur, c'est qu'eux autres, ils avaient droit à des primeurs. Puis nous autres, on n'avait pas droit à des primeurs. C'est pour ça que ça virait tant que ça. Parce que, mais nous autres, les lois ici au Québec n'étaient pas les mêmes. Là. Puis là, une fois que c'était tout construit puis tout organisé, c'est là qu'on a déclaré ça. On voulait essayer d'avoir des films en primeur. Puis, tu sais, là, ben, c'est pas ça pantoute. Quand il y avait un film, il faut qu'il aille passer dans tous les cinémas avant qu'on pouvait l'avoir. Fait qu'on avait, on était tout le temps une coche en arrière. Ça nuisait un peu à... Tu sais, dans les premières années, c'était pas si mal pareil, mais ça s'est comme usé un peu, là, la venue des gros cinémas maison, tout ça. Là, ça commençait l'histoire de... Fait que là, ben, le monde était moins acharné. Au théâtre, ça y allait quand même. Mais ça commençait à diminuer. Là. Donc, à la base, vous avez ouvert ça par simple plaisir de vouloir ouvrir un cinéparc? Oui, ouvrir un cinéparc. On savait discuter, moi et Gracien, puis là, avec mon partenaire, puis on enclenche ça, puis on a décidé d'enclencher ça. Puis en 75, effectivement, ben là, on a ouvert. Ça, dans les 3 premières années, c'était même très bon. On a dit, malgré tout, mais on s'en donnait à être capable d'aller chercher, pareil, des films qui étaient quand même pas si connus que ça, pareil. T'sais, on aurait dit que, je sais pas, on allait être loqué. Parce que c'est dur de choisir de même, là. Tu sais, ce qui va plaire à... Parce que c'est quand même toutes sortes de clientèle quand même qui va là, tu sais. Plus une clientèle un petit peu plus sauvée, que je pourrais dire. Plus du monde marié, puis là, ben, t'arrives là avec ta voiture. Puis, tu sais, ça fait que... C'est pas comme on peut voir dans les films américains, c'était pas un rassemblement de jeunes. Là. Non. Ben, il y en avait, bien évident qu'il y en avait, mais pas... Non, c'était pas comme, justement comme on voit, là. C'était pas tout à fait comme à la TV, là. Non. Puis, t'en as fait un peu mention, vous n'aviez pas le droit d'avoir des films en primeur à cause d'une loi au Québec. Oui, c'est une loi au Québec que je n'ai jamais su pourquoi, là. Mais j'imagine que c'est une association des cinémas, probablement, tu sais, qui empêche ça pour pas que... Parce que les autres, automatiquement, tu coupes l'arbre sous le pied, là, tu sais. Mais c'est de quoi qu'on savait pas pantoute. Ça nous a introduit dans l'erreur complètement. Ouais. Parce que vous, dans votre tête, vous dites on va sortir les gros blockbusters de l'heure. Oui. On dit, on avait fait de quoi de bien, puis on avait fait attention pour pas non plus, parce que quand tu vas dans l'inconnu, pas partir en peur, puis de dépenser des affaires. Mais ça avait coûté un bras pareil, là. Puis, mais c'était ça. C'est le pourquoi, d'après moi, qui n'est pas ouvert encore. C'est fermé aujourd'hui. C'est encore fermé? Oui. C'est à cause de cette loi-là? Oui, cette loi-là. Tu ne peux pas avoir des films. C'est pas utile. Ben oui. Mais justement, là, vu que vous n'aviez pas le droit à des primeurs, c'est quoi votre catalogue de films? C'est quel genre de films que vous proposiez? Oh, un peu de toutes les sortes. Des films d'action comme n'importe quoi. On allait on n'avait pas de choix comme on voulait non plus qu'on aurait dit. C'était comme... Tu sais, avais le catalogue de lieux achetés, mais tu ne pouvais pas faire vraiment ce que tu voulais. Puis c'était au hasard un peu, tout. Il y avait des restrictions dans les achats de films? Oui, l'achat, puis en plus de ça, ben, des fois, on avait comme de la musique, ça arrive en temps. Il fallait tout le temps faire attention parce qu'on aurait dit que je devais être obligé de partir un peu, aller en chercher à Montjoli ou à Grandeur pour l'avoir pour le soir, pour faire de même. C'est un peu ça. Parce que vous aviez déjà annoncé que le film allait être là. Oui, mais non, il n'est pas question qu'il faut que tu l'aies, là. Finalement, il n'était pas arrivé. Vous avez décidé d'aller chercher par vous-même. Oui, là, pas le choix. Personne. Moi, j'étais là comme un malade, puis redescendu comme un malade, là, c'est vrai. Mais c'était ça un peu. Parce que sinon, mais on dirait que là, la manière que j'ai entendu parler un peu, on dirait qu'ils s'aperçoivent que ça serait de quoi de pas pire. Mais aujourd'hui, ben, ce
tu serais beaucoup plus moderne. Là, tu sais. oui. Tu pognes ça sur ton poste de radio. Même dans mon temps, probablement qu'avoir ben. Une chose, on aurait été capable de pogner ça sur le poste de radio. Tu donnes un tel numéro en rentrant. Puis, mais nous autres c'était toutes avec des choses que tu accrochais dans le vitre, là. OK, la technologie. La technologie, là, tu sais, c'était un haut-parleur qui t'accrochait dans le vitre, là. Tu sais, il y avait des petits poteaux, là. T'avais ton parking, ton poteau ici, puis l'autre là. Puis il accrochait son... Puis là, il y avait le son. Oui, il y avait le son. OK, c'est comme ça que ça fonctionnait. Oui, c'était comme ça que ça fonctionnait. Il y avait tous des fils souterrains, puis... OK. Mais possiblement, que je repensais par après, là, possiblement je crois qu'elle aurait pris des bons renseignements. Mais je sais que le monsieur à Caraquette, là, il était tout installé de même et tout. OK. Lui, ben, il y avait un 500. Il avait le double de nous autres. Puis, moquer des soirs, c'est bien fou. Il dépasse le bureau, là, ça, ouais. C'était bien grave. Mais encore pour rester dans la technologie, c'est comment vous projetiez les films? C'était quoi la technologie de projection? Ah, c'était avec des arcs. C'était pas... Ben, la première fois, on n'avait pas acheté ça flambant là non plus. OK. On avait pris ça dans le coin de Montréal. Que ça partait dans un cinéma, par exemple, là, tu sais. OK, c'est des projecteurs de cinéma. Des projecteurs de cinéma, de gros cinéma, là. OK. Ouais. Puis c'était comme du lac au carbone, là. Puis ça prenait un gars qui avait déjà opéré ça un peu et tout. OK, ça prenait un projectionniste Oui, place. c'est ça, parce que sinon, ton image n'était pas belle. Il fallait que tu saches ajuster comme il faut ton arc pour... un peu comme quand tu fais de la soudure, que c'est belle. Ben oui. Fait que là, c'est la même chose, là. Fait que là... mais disons qu'il y avait de quoi de plus nouveau que ça dans le temps, là. C'est comme je dis, là, c'était toutes des affaires dispendieuses, c'était pas de quoi. OK, ouais. Ah oui, là, puis on voulait pas, moi, je voulais pas dépenser non plus une fortune là-dedans. Par contre, on a bien fait parce que ça n'a pas... Quoique, ça ne nous dérangeait pas tant que ça, pareil. Nous, on avait chacun nos business pareil. Ben ouais. Bon, c'est pas... C'était un sideline. Oui. C'était pas dans en le bon québécois. C'était pas dans le rue Gomard. OK. Puis, t'en as fait un peu mention, mais ça ressemblait à quoi un peu l'achalandage au cinéparc? Est-ce que c'était quand même populaire à l'époque? Oui, c'était populaire. On avait... souvent, on en pris, là. Puis on avait un petit restaurant, là, des frites, puis on avait un petit restaurant là en même, que la chose de profession, là, tu sais. OK. Ça fait que là, moi, j'avais 2 filles là, puis une à l'entrée pour... une à la bâtisse d'entrée, il y avait une barrière, là, puis... OK. Mais ça virait bien, hein. On peut pas dire que c'était... Mais c'était pas de quoi pareil, juste saisonnier. Puis on s'est donné des années qui... La température n'était pas terrible non plus. Ça joue avec ça ici. Là. Faut pas oublier quand il pleut, c'est moins fun que quand il fait beau. Oui. Le gars va pas l'action décapotable. Ben non. Quand il fait beau comme aujourd'hui, oui. Là. Oui. Comme à soir, ça serait bon. Là, mais... Par contre, j'imagine bien que si on aurait resté ça ouvert, puis s'avancer tout le temps, probablement que ça aurait tout le temps marché. Parce que c'est comme après la Marimouchi, il a ouvert, il a fait pas si longtemps que ça, il est formé. Il n'a pas si longtemps que ça. Là. Lui, c'était gros. Lui, là. Pour moi, il y avait 600-700 places, je crois. OK. J'imagine, oui. Puis, justement, là, en 1984, le cinéparc du Lac a fermé. C'est quoi les causes de la fermeture? Ben, on a décidé, on a dit que si on trouvait que c'était pas assez... il n'y avait pas assez d'achalandage pour... vers la fin. Voilà. On avait connu une mauvaise température en 83, là, puis on dit non, là, ça donnait pas personne pour nous autres, là, puis là, ça prend quand même le personnel. Au Québec, c'était mal. C'était vraiment mal. Oui, c'était vraiment mal organisé. Je sais pas aujourd'hui comment est-ce qu'ils s'est mangé, mais c'était vraiment pas bien organisé. On aurait dit que, tu sais, question de cinéma, là. Les cinémas qui devaient tenir
qui devait tenir la vis. Là. Il devait y avoir une association de quelque chose, parce que je peux pas voir pourquoi il n'y a pas de doigt. Tout et tout, en fait, c'est un cinéma. Ben oui. C'est juste une autre formule de cinéma. Une autre formule, mais c'est un cinéma quand même. Mais c'était toute la différence. Bon, on le voyait on l'a vu par le Nouveau-Brunswick. Il y en a encore dans le Nouveau-Brunswick et tout. Puis ils font encore de l'argent. Mais c'est quoi? Est-ce que vous vous sentiez un peu, comment dire, un peu mis à part dans le milieu du cinéma? Ben oui, on disait. Parce que même avoir su ça comme fois avant, je pense pas qu'on aurait touché à ça. Vous l'auriez pas fait? Non. Ah. Non, parce que ça parle tout seul. C'est ton agrément. C'est ta position, ça. Ce qui fait à force d'un cinéma, c'est quand il passe des choses en primaire. Ben oui. Tout est full. mais là, quand ça a passé, surtout dans des petites places comme ici, il y a passé partout. Ils sont intéressés plus ou moins. Il en vient pareil. Là. On voit bien qu'ils n'ont pas tout vu, là, mais ça reste que ça ne te donne pas une choix, ça. C'est pas. C'est ça, c'est surtout ça, là que. C'était complètement. On se trouvait faussé dans nos données complètement par rapport à ça, par rapport qu'on n'a pas pris à la bonne place. OK, parce que ce qui fait en sorte qu'on n'a plus de cinéparc, presque plus au Québec, c'est vraiment cette loi-là. Ah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, vraiment tué nos ça. cinéparcs. Sinon, qui a miné tous les cinéparcs. Parce que sinon, il n'y a aucune raison. Les cinéparcs étaient construits, l'argent est là, et ça aurait continué. Puis la clientèle a arrêté là. Là, elle venait de moins en moins là, parce que, puis comme je te dis, c'était dans le surtout des gros cinémas maison. Ça commençait, là, l'histoire que tu pouvais, tu sais, les films à la TV de masse, là. Puis, tu sais, là, tout s'enchaînait, là. Là, on dirait que tout se replace un peu, là. Ouais, là, parce que, tu vois, comme c'est durant la pandémie, ils ont parlé à plein des cinémas. Il y en avait plusieurs que ça y faisait mal, t'es habitué, tu sais. Nous autres, moi, je suis pas habitué, là, mais moi, ça me dérangerait pas, là, mais c'est pour dire pareil que... Ouais. Non. Ouais, l'histoire de ça, c'est ça. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de cinéparc, c'est à cause de ça. OK. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça. Tu passes après d'autres. Tu sais, tu ramasses la neige de l'autre. Ça ne peut pas marcher, là. Ben oui. Mais c'est pas intéressant, là. Ben, Jean-Yves Otis, merci beaucoup d'être venu nous parler à l'émission de ce moment d'histoire de la culture matapédienne. Ça me fait plaisir, merci. C'est ce qui m'a fait cette dernière émission de TVC l'été. Merci d'avoir été à l'écoute. Par contre, ce n'est pas totalement terminé. Effectivement, vendredi prochain, 17h, ne manquez pas l'émission Les meilleurs moments de la saison 3. Si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, sachez qu'elle est disponible en entier ou par segment sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup tout le monde. Bon automne!